Le projet d'ordonnance autorisant la ratification du traité sur le commerce des armes a été adopté aujourd'hui par le Conseil des ministres. Cette mesure vise à instituer les normes communes les plus strictes possibles aux fins de réglementer le commerce international d'armes classiques. 500 millions de francs CFA, c'est le montant déployé par le gouvernement de la République du Mali pour la rénovation et la construction de nouvelles infrastructures au compte de la 5e région militaire de Tombouctou. Cette initiative doit permettre aux troupes d'être plus opérationnelles. Hors de chez nous, on parle encore de sécurité au Sénégal. C'est une dame qui vient de prendre les commandes de la police nationale sénégalaise, une première dans l'histoire du pays de la Teranga. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations. Nous sommes mercredi et le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire aujourd'hui sous la présidence du président de la République par intérim. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, entendu une communication et procédé à des nominations. Avec moi sur ce plateau, Ibrahim Djombele. Ibrahim, bonsoir. Bonsoir Amadou Sankaré. Avec vous, le contenu de ce communiqué. Tout à fait. Mesdames et messieurs, bonsoir au chapitre des mesures réglementaires. Et sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance autorisant la ratification du traité sur le commerce des armes adopté à New York le 2 avril 2013 par l'Assemblée générale des Nations unies. Le commerce des armes conventionnelles est un phénomène qui concerne tous les pays et toutes les régions du monde. Les problèmes liés au commerce irrégulier et illicite de ces armes constituent de nos jours des défis majeurs ayant un impact négatif sur la paix, la sécurité et la stabilité régionale et internationale. Cette problématique a mobilisé la communauté internationale en 2012 lors de la conférence des Nations Unies pour un traité sur le commerce des armes. Le traité sur le commerce des armes adopté après de longues négociations par l'Assemblée générale des Nations Unies en avril 2013 et signé par notre pays en juin 2013 vise essentiellement à instituer les normes communes les plus strictes possibles aux fins de réglementer ou d'améliorer la réglementation du commerce international d'armes classiques, à prévenir et éliminer le commerce illicite d'armes classiques et empêcher le détournement de ces armes, à contribuer à la paix, la sécurité et la stabilité internationale et régionale, à promouvoir la coopération, la transparence et l'action responsable des États parties dans le commerce international des armes et bâtir ainsi la confiance entre les États. Le traité s'applique à toutes les armes classiques et relevant des catégories telles que les chars de combat, les véhicules blindés de combat, les systèmes d'artillerie de gros calibre, les avions et les hélicoptères de combat, les navires de guerre, les missiles et lanceurs de missiles, les armes légères et armes de petit calibre. Il définit les mesures générales de mise en œuvre et détermine les mécanismes d'application des transferts d'armes, la conservation des données et l'établissement des rapports. Dans un délai d'1 an, à compter de l'entrée en vigueur du traité à son égard, chaque État partie adresse au secrétariat un rapport initial sur les mesures prises pour sa mise en œuvre. Sur le rapport du ministre des Finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation de l'avenant numéro 1 dans le cadre de l'exécution du marché relatif aux travaux de construction du siège du comité de régulation des télécommunications. Dans le cadre de l'amélioration des conditions et du cadre de travail de son personnel, le comité de régulation des télécommunications est devenu en 2011 l'autorité malienne de régulation des communications, des télécommunications TIC et Poste a entrepris sur fonds propres la construction de son siège à Amdalaï ACI. Le marché conclu à cet effet en 2009 a été attribué à l'entreprise Comatex Sibat SA pour un montant de 4 milliards 154 millions de francs CFA environ et un délai d'exécution de 24 mois. Au cours de l'exécution des travaux, il est apparu nécessaire de réaliser des travaux supplémentaires en vue de rendre le bâtiment plus fonctionnel. Le présent avenant au marché initial est approuvé pour permettre la réalisation de ces travaux supplémentaires pour un montant de 442 183 000 francs CFA environ et un délai d'exécution de 8 mois. Sur le rapport du ministre du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant affectation au ministère des Finances de parcelles de terrain dans les cercles de Caille et de Kenyeba. Dans la recherche de solutions pour assurer l'amélioration permanente des conditions d'exécution du service et suite à la révision de la carte douanière du pays ayant entraîné la création de nouvelles structures, il est apparu nécessaire pour le service des douanes de sécuriser les parcelles de terrain et bâtiments existants
et de procéder à l'identification de parcelles pour abriter les structures nouvellement créées. La présente affectation de parcelles de terrain dans les cercles de Caille et de Kéniéba s'inscrit dans ce cadre. Elle porte sur les parcelles de terrain objet des titres fonciers suivants. 1. Livre foncier de Caille, numéro 239 de Caille, superficie de 6 ar, 78 centières, 6 à Caille, numéro 248 de Caille, d'une superficie de 2 ar, 44 centières, 6 à Caille, numéro 722 de Caille, d'une superficie de 1 hectare, 11 ar, 0 centières, 6 à Caille, numéro 1183 de Caille, d'une superficie de 8 hectares, 75 ar, 8 centières, 6 à Diboli. 2. Livre foncier de Kéniéba, numéro 268 de Kéniéba, d'une superficie de 20 hectares, 4 ar, 74 centières, 6 à Maïna Mine, numéro 269 de Kéniéba, d'une superficie de 1 hectare, 75 ar, 64 centières, 6 à Maïna Mine, numéro 270 de Kéniéba, d'une superficie de 88 ar, 16 centières, 6 à Maïna Mine, numéro 271 de Kéniéba, d'une superficie de 1 hectare, 60 ar, 46 centières, 6 à Mogoyafara, numéro 272 de Kéniéba, d'une superficie de 8 hectares, 56 centières, 6 à Dabia, numéro 273 de Kéniéba, d'une superficie de 4 hectares, 24 ar, 37 centières, 6 à Sansanto. Les dites parcelles sont destinées à abriter les structures des douanes. Et sur le rapport du ministre de l'Énergie et de l'Eau, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation des contrats de concession et d'affermage du service public de l'eau. Dans le but d'améliorer le service public de l'alimentation en eau potable et de renforcer l'autonomie foncière du sous-secteur de l'hydraulique urbaine dans le périmètre de la concession, le gouvernement a procédé en 2010 à une réforme institutionnelle dans le secteur. Cette réforme s'est traduite par la séparation juridique de la gestion des services publics de l'électricité et de l'eau potable avec la création de 2 sociétés d'eau potable. Il s'agit de la Société malienne de patrimoine de l'eau potable, SOMAPEP, avec pour mission la gestion et le développement des infrastructures d'alimentation en eau potable, et de la Société malienne de gestion de l'eau potable, SOMAGEP, chargée de l'exploitation des infrastructures d'eau potable. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette réforme, il a été mis fin à la concession du service public de l'eau potable à la société EDMSA et la mise en place d'un dispositif conforme à la réforme. Ce dispositif comprend un contrat de concession entre l'État et la Société malienne de patrimoine de l'eau potable, un contrat d'affermage entre la Société de patrimoine, la Société de gestion de l'eau potable et l'État. Ces contrats, objet du présent projet de décret d'approbation, spécifient les rôles, les responsabilités, obligations et droits des parties État, SOMAPEP, SOMAGEP et exploitants par rapport au service public de l'eau potable dans le périmètre de concession. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à la nomination au grade de général de corps d'armée à titre exceptionnel à compter du 1er août 2013 du capitaine Amadou Aya Sanogo, au grade de général de brigade à titre exceptionnel à compter du 1er août 2013 de colonel-major Didier Dako, colonel Moussa Sinko Koulibaly. Le Conseil des ministres a procédé également à d'autres nominations que voici. Au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants, haut fonctionnaire de défense auprès du ministère du Travail et de la fonction publique et des relations avec les institutions, colonel Fallé Tangara. Au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, la consul général du Mali à Gangzhou, Madame Gakou Alima Danfaga, sociologue. Conseiller consulaire au consulat général du Mali à Tamaracet, M. Mamadou Namissa Keita, professeur. Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie, directeur national de l'industrie, M. Sekou Keita, ingénieur de l'industrie et des mines. Directeur du Centre pour le développement du secteur agroalimentaire, Mme Kamara Mariam Keita, ingénieur de l'industrie et des mines. Au chapitre des communications, au titre du ministère de l'économie, de
de l'action humanitaire. Le Conseil des ministres a examiné une communication relative au rapport général des travaux de la revue 2012 du cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté CSCRP 2012-2017. La revue 2012 du cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté s'est tenue les 4 et 5 juillet 2013. Elle a regroupé des membres du gouvernement, les partenaires techniques et financiers, les acteurs de la société civile et du secteur privé, les représentants des services techniques nationaux et des institutions. L'objectif général de la revue était de faire ressortir au titre de l'année 2012 l'état de mise en œuvre des politiques et stratégies gouvernementales en matière de croissance et de réduction de la pauvreté, particulièrement le degré d'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement OMD. Elle visait également à faire une analyse des perspectives pour l'année 2013 dans les différents secteurs d'activité, à dégager les forces et les faiblesses et à formuler les recommandations en vue de la préparation de la loi de finances 2014. Il ressort du rapport général de la revue 2012 du CSCRP que l'économie malienne a enregistré une récession en 2012. Le taux de croissance du PIB est ressorti à moins 1,2% pour une prévision initiale de 5,6%. Les secteurs d'activité qui ont été les plus affectés par la crise ont été les secondaires, en l'occurrence l'industrie et les BTP, bâtiments et travaux publics, et le tertiaire, notamment le commerce, le tourisme et l'hôtellerie. Le taux d'inflation est passé de 3,1% en 2011 à 5,3% en 2012. Cette hausse est en grande partie imputable à la mauvaise campagne agricole 2011-2012. Le taux de pauvreté en 2012 a été de 42,7%. Il a augmenté par rapport à 2011. Dans le domaine de l'éducation, le taux brut de scolarisation au premier cycle du fondamental est passé de 81,5% en 2011 à 78,3% en 2012. Le recul s'expliquerait par le niveau de la croissance démographique d'une part et d'autre part le déplacement massif des populations du nord du pays suite à la rébellion. La plupart des indicateurs de santé ont affiché en 2012 une tendance à la baisse comparativement à l'année 2011. Le taux d'accès à l'eau potable est resté stable entre 76,2% et 76,1% en 2012. Le nombre d'emplois créés en 2012 est en baisse par rapport à 2011. À cela, il faut ajouter les 3558 pertes d'emplois enregistrées dans le secteur privé. Le rapport général développe également les actions menées dans les domaines de la gouvernance financière, de la décentralisation, de la justice, de la lutte contre la corruption et de la prise en compte du genre. En perspective, à la faveur de la normalisation de la situation sociopolitique et sécuritaire et de la reprise effective de la coopération avec des partenaires techniques et financiers, il est attendu un taux de croissance du PIB de 4,8% en 2013 et 6,3% en 2014 sous l'effet de l'orientation favorable de la production agricole, de l'essor de la production aurifère, du regain d'activité dans le secteur des BTP et du renforcement de l'offre d'énergie électrique. Pour la période 2013-2014, les actions de l'État à court et moyen terme seront focalisées sur la mise en œuvre du plan d'action de la feuille de route pour la transition et le plan pour la relance durable du Mali. C'est tout ce qu'il fallait retenir du Conseil des ministres d'aujourd'hui, Amadou Sankari. Merci Ibrahima Djombele. Nous poursuivons avec ce journal à l'occasion du voyage d'amitié à Abuja au Nigeria du président de la République par intérim, professeur John Kunda Traoré. Le protocole de la République invite à l'aéroport international Bamako Sénou demain jeudi 15 août 2013 les membres de la délégation présidentielle à 7h, les membres des corps constitués désignés à 7h30. Le décollage de l'avion présidentiel est prévu pour 8h. Cela dit, audience à la primature, le Premier ministre Django Sissoko a reçu cet après-midi le chef de la mission d'observation de la francophonie. Mohamedoun Ould Abdallah est venu rendre hommage au gouvernement de transition pour ses efforts qui ont abouti à l'organisation de l'élection présidentielle. Reportage à Lucéni Touré. International de la francophonie a déployé 1 millier d'observateurs pour superviser le scrutin présidentiel aussi bien au premier qu'au deuxième tour.
Le chef de la mission d'observation estime que l'organisation du scrutin a répondu aux attentes de la communauté internationale. Nous sommes venus d'abord pour transmettre les salutations de l'organisation et en particulier le secrétaire général Abdou Diouf au Premier ministre et à travers le Premier ministre bien sûr au gouvernement. Et nous sommes aussi venus dire ces salutations et celles de l'organisation au président et féliciter le peuple malien pour tout ce qu'il a fait après les épreuves difficiles, comment il s'est remis, s'est retrouvé pour reprendre un nouveau chemin, celui qu'il a toujours connu, le chemin du succès, du renouveau et du développement. La francophonie a observé le premier tour à travers presque 1 millier d'observateurs et également une délégation de plus d'une vingtaine. Ceci a eu lieu également au deuxième tour. Au deuxième tour, nous avons fait des observations à Sikasso, à Mopti, à Ségou, dans plusieurs villes. Et personnellement, avec mes collègues, nous avons fait l'observation ici à Bamako. Mohamedoun Ould Abdallah estime que le Mali est un pilier de la francophonie et qu'en tant que tel, son avenir intéresse l'organisation au plus haut point. Le candidat de l'URD à l'élection présidentielle Soumaïla Cissé a rencontré aujourd'hui les partis politiques, clubs et associations qui l'ont soutenu. C'était pour leur expliquer et exprimer toute sa reconnaissance. Compte rendu Adama Kodjo. Le moment est venu pour remercier les alliés. Voilà en substance ce qu'a réaffirmé le président de l'Union pour la République et la démocratie URD. Younousi Touré a invité les Maliens à la réconciliation pour la stabilité et le développement du pays. Au terme de ces élections qui ouvrent la voie au retour à la réconciliation nationale, à la stabilité politique, je l'espère, et à des meilleures perspectives de développement économique, social et culturel, je me dois d'exprimer ma gratitude à tous les acteurs qui ont pris part. Pour les partis alliés, le candidat de l'URD a été à la hauteur de la mission. C'est pourquoi, au nom des candidats qui ont soutenu Soumaïla Cissé au deuxième tour de l'élection présidentielle, Jamil Bitar en appelle à l'Union afin de continuer les actions entreprises. Je regarde un peu la qualité des femmes et des hommes ici présents dans cette salle. J'avoue personnellement que je suis très ému. Monsieur le Président de l'URD, c'est à nous de vous remercier. Vous avez été un bon chef de famille. Quant au candidat de l'URD au scrutin du dimanche dernier, Soumaïla Cissé a magnifié les relations qui existent entre les membres de la famille URD. Le candidat se félicite de l'engagement de tous ses soutiens. Nous devons rester unis, c'est très important. Et rester unis n'est pas quelque chose de facile. Rester unis dans un contexte économique difficile, où les problèmes sociaux et les problèmes individuels sont énormes, ce sont des montagnes. Ça nécessite des hommes presque de notre temps, du temps de Younousi Touré et d'Alinom Diallo. Nous ne sommes pas là, nous devons nous réadapter. Nous devons comprendre que notre société a changé, que nos méthodes doivent changer, que notre façon de voir les choses doit changer. Soumaïla Cissé a également proposé à ses soutiens une évaluation objective des insuffisances constatées en vue de participer efficacement à la consolidation de la démocratie au Mali. Retenez que la cérémonie de proclamation des résultats provisoires du deuxième tour de l'élection présidentielle aura lieu demain 15 août à 10 h dans la salle de réunion du gouvernorat du district de Bamako. Deuxième tour de l'élection présidentielle, les points de presse sur le sujet se poursuivent ce matin. La mission d'observation électorale des ONG Cercle africain pour la bonne gouvernance électorale était face à la presse. La mission a formulé quelques recommandations à l'endroit des partis politiques et la société civile. Écoutons Roland Bovis, des propos recueillis par Alpha Maïga.
En vue de tout ce qui précède la mission d'observation électorale des ONG Cercle africain pour la bonne gouvernance électorale, CABGE, et groupe de recherche, développement et sondage, GRDS, considère que le second tour de l'élection présidentielle du 11 août 2013 a été libre, transparente et équitable. Dans la perspective des scrutins à venir, la mission formule les recommandations ci-après. À l'endroit des partis politiques, la mission suggère aux partis politiques de renforcer la formation de leurs militantes et militants dans les domaines politiques, civiques et sur la citoyenneté afin de les rendre plus responsables et plus matures. À l'endroit de la société civile, elle doit continuer à garder sa neutralité et ne chercher que les conditions d'un bien-être du peuple malien. Vu l'attachement que le peuple malien accorde au processus démocratique, la mission d'observation électorale des ONG Cercle africain pour la bonne gouvernance électorale, CABGE, et groupe de recherche et développement et sondage, GRDS, salue avec respect, teinté d'admiration, le civisme dont il a fait preuve lors de cette consultation électorale. Voilà donc la cérémonie de proclamation des résultats provisoires du deuxième tour, c'est demain à partir de 10h dans la salle de réunion du gouvernorat du district de Bamako, une cérémonie qui sera retransmise en direct sur nos chaînes télé et radio. À l'issue du deuxième tour de l'élection du président de la République, nous continuons de recevoir ici des réactions. C'est ainsi que le réseau des historiens géographes et la Commission nationale des droits de l'homme notent avec satisfaction le bon déroulement de l'élection présidentielle et félicitent le gouvernement et l'ensemble de ses partenaires et toutes les structures ayant pris part à son organisation. Bientôt, le paysage médiatique malien se verra doté d'un nouvel outil de communication. Il s'agit d'un studio radio pour la paix et le dialogue au Mali dénommé Studio Tamani, un projet qui ambitionne de tisser et renforcer le dialogue entre les communautés d'une part et accompagner le processus démocratique pour la reconstruction du pays d'autre part. Les responsables du projet étaient face à la presse pour donner d'amples informations. Reportage Alpha Maïga. Ce n'est pas une radio qui émet à partir d'une fréquence. Il s'agit d'un studio. Le studio Tamani, logé ici à la Maison de la Presse, conçu pour la paix et le dialogue au Mali. Le Mali, un pays qui vient de loin après des mois de crise. Et c'est pour mieux informer l'opinion sur la nécessité de cet outil que les responsables du projet Studio Tamani ont initié ce point de presse. Ce n'est pas une radio, mais c'est un studio de production et qui s'appuie sur des radios membres de l'URTEL. Le Tama a cette particularité dans nos traditions africaines de véhiculer des messages tambourinés. Et il nous semble qu'il y avait là un lien à faire avec notre projet dont l'objectif c'est de diffuser des messages de sensibilisation, des messages de promotion de la paix et de la réconciliation entre les communautés du Mali. Ainsi, les programmes du studio Tamani seront lancés officiellement le lundi prochain et pour une durée de 18 mois. Pour faire fonctionner les programmes, voici la quinzaine de journalistes, animateurs et techniciens qui apporteront leur expertise dans le domaine. L'Union européenne a été heureuse et s'est lancée dans ce projet. Ça vise à contribuer au renouvellement d'un vouloir vivre au Mali, de favoriser le dialogue intracommunautaire, de fournir des informations impartiales, de qualité, professionnelles, sur tout le territoire et en plus en langue nationale. Une belle initiative, le studio Tamani. Autre facteur de communication, la route. Les transporteurs routiers du Mali veulent donner de nouvelles orientations à leur secteur. Ils sont réunis depuis ce matin pour la 5e session ordinaire de l'Assemblée consulaire de leur organisation. Au menu de la rencontre, le bilan de 5 ans de gestion de l'équipe sortante. Une équipe qui, selon son président, a pu implanter le CMTR dans l'ensemble des régions du Mali. Compte rendu, Mohamed Diarra.
Les travaux de la 5e session ordinaire de l'Assemblée consulaire du Conseil malien des transporteurs routiers, CMTR, s'ouvrent sur une note positive. L'équipe sortante dirigée par Youssouf Traoré a lutté et obtenu des revendications qui sont de nature à propulser le secteur des transports au Mali. Au titre du renforcement des capacités, le CMTR a obtenu l'affectation de la lettre de voiture, l'allègement de la pression fiscale par la suppression de la redevance d'usage routier, la suppression des postes de sécurité routière sur les axes routiers inter-États dont certains avaient été érigés en postes de contrôle routier, l'adhésion des transporteurs routiers à l'application de la charge à l'essieu par l'information et la sensibilisation, l'application du poids total autorisé en stage avec seuil de tolérance de 20%. Le président Traoré se glorifie également de l'implantation du CMTR dans les 8 régions du Mali et dans les différents ports de la sous-région, excepté Conakry, Ghana et Nouakchott, qui recevront des représentations maliennes dans les jours à venir. Malgré ces acquis, des difficultés subsistent. Aujourd'hui, le problème qui se pose à nous aujourd'hui, c'est les tracasseries. Les tracasseries sur les axes routiers. Les transporteurs sont fatigués, souffrent. Ça fait des années, de l'indépendance jusqu'à nos jours, on n'a pas pu trouver la solution. Il faut que les gouvernants regardent cet aspect de la question. À cela, il faut ajouter la crise sécuritaire du Mali. Elle a fait perdre des dizaines de milliards de francs CFA au secteur des transports, précise le président Youssouf Traoré. Avec la stabilité, les responsables du CMTR se lancent dans la perspective de professionnaliser le secteur des transports au Mali. Les perspectives aujourd'hui, c'est organiser le transport professionnel. C'est arrêter avec le transport amateur, le transport artisanal. Cette assemblée consulaire regroupe les délégués des 8 régions du Mali et du district de Bamako. En plus de l'examen du bilan de l'équipe sortante, les délégués devront procéder au toilettage des textes du CMTR. Le but est de donner de nouvelles orientations au secteur des transports. L'ambassadeur Siragatou Traoré a présenté le mercredi 7 août 2013 ses lettres de créance au président de la République tunisienne, Monsef Marzouki, au palais de Carthage. L'ambassadeur a saisi l'occasion pour transmettre au président Marzouki les salutations fraternelles et amicales du professeur Dioncounda Traoré, président de la République par intérim. Il a aussi exprimé son engagement et sa détermination à tout mettre en œuvre pour promouvoir et raffermir davantage les relations d'amitié et de coopération multiformes entre les deux pays. Le président tunisien a de son côté félicité l'ambassadeur Traoré pour le choix porté sur sa personne en qualité d'ambassadeur. Hors de nos frontières, à présent au Sénégal, je vous le disais en titre, c'est désormais une femme qui est à la tête de la police nationale. Elle s'appelle Anna Sémou Faye. La mission qui attend la nouvelle patronne de la police sénégalaise est immense. Anna Sémou Faye prend officiellement les commandes de la police sénégalaise. Elle entre ainsi dans l'histoire en devenant la toute première femme à occuper ce poste. Le commissaire Faye remplace son collègue Abdoulaye Niang, absent à la cérémonie. L'ancien directeur, dont le nom a été cité dans une affaire de trafic de drogue, a été limogé le 25 juillet. La mission qui attend la nouvelle patronne, qualifiée de dame de fer, est immense, mais avant, elle doit s'atteler à la restauration de l'image de la corporation, fortement ternie par ce scandale qui a touché la hiérarchie de la police. Nous avons traversé des moments difficiles, mais ces moments ne nous ébranlent pas. Ils n'ébranlent pas la police nationale. Et c'est pour ça que je dis qu'elle reste une institution forte, une institution respectée. Mais elle a besoin, compte tenu d'une situation donc, qui a gêné, elle a besoin de vous rassurer davantage. Rassurer qu'elle est encore là, présente, elle est encore là, fidèle à des principes de rigueur. Anna Sémou Faye atteint le sommet après 30 années passées à gravir patiemment les échelons dans la police. Entrée à l'école de police en 1983 comme élève commissaire, la directrice impressionne en finissant comme major de sa promotion. Elle a dirigé de main de fer plusieurs commissariats de Dakar. Précédemment, elle coordonnait le comité interministériel de lutte contre la drogue. Pour ses collègues qui l'ont vu à l'œuvre, c'est le personnage qu'il faut à la tête de la police sénégalaise. C'est une femme engagée, une femme à la carrure que d'aucuns qualifient de dame de fer. Moi, je n'aime pas trop ce sobriquet la dame de fer, non, je parle de dame de rigueur. La nouvelle directrice de la police sénégalaise, mariée et mère de 2 enfants, a promis de renforcer la sécurité des Sénégalais et de protéger le pays contre toute forme de menace.
En Égypte, la police a dispersé les partisans de Mohamed Morsi, faisant des dizaines de morts, et les structures hospitalières ont du mal à accueillir ces nombreux blessés. Attention, certaines images peuvent choquer. L'opération de déguerpissement des partisans de Mohamed Morsi, des campements qu'ils occupaient depuis 6 semaines dans la capitale, a tourné au bain de sang. Les blessés ont afflué toute la journée dans les hôpitaux, totalement débordés. Des images insoutenables de corps déchiquetés par balles. À la mi-journée, des dizaines de corps étaient entreposés dans des morgues improvisées, ouvertes aux journalistes. Ce médecin explique qu'il a déjà reçu une vingtaine de corps dans cet hôpital de campagne installé dans une mosquée. Les victimes ont reçu des balles dans la tête, la poitrine et les jambes. L'opération a démarré ici, dans le camp de Rabat al-Adamiya, au nord du Caire. Des milliers de partisans du président déchu, Mohamed Morsi, ont été réveillés par le vacarme des hélicoptères de l'armée, tournoyant au-dessus de leur tête, alors que la police anti-émeute encerclait le site pour les en déloger. Avec des lance-pierres, des cocktails Molotov, mais aussi des fusils, les manifestants ont tout essayé pour retarder l'assaut final. Sur la place de Narda, des bulldozers de l'armée ont enfoncé rapidement les barricades, tandis que les forces de l'ordre arrosaient la place de grenades lacrymogènes. À la mi-journée, le grand cheikh Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, a lancé un appel au dialogue. Il met en garde contre l'usage de la violence et invite toutes les parties à privilégier une solution politique. Le couvre-feu est désormais en vigueur au Caire et dans plusieurs villes de province. La communauté internationale a unanimement condamné ces violences. Autre manifestation, nous sommes à présent en Tunisie. Là-bas, la journée nationale de la femme a été célébrée sur fond de crise politique. Au cours de cette journée, les manifestants ont demandé la démission du gouvernement. Ils entonnent l'hymne national avec une émotion toute particulière. Ce mardi à Tunis, les laïcs fêtent la journée nationale de la femme dans un climat politique tendu, en plein bras de fer avec les islamistes au pouvoir. Ils sont une dizaine de milliers face à l'Assemblée nationale constituante. Tous scandent des slogans pour les droits de la femme. Ils appellent aussi à la démission du gouvernement. Nous voulons garder les droits que les femmes tunisiennes ont obtenus dans le passé. Et en même temps, nous ne voulons pas seulement préserver nos droits, mais en gagner davantage. Nous attendons les résultats des négociations entre les partis, l'Union générale des travailleurs tunisiens et le patronat Utica pour trouver une solution acceptable à cette crise politique. À quelques kilomètres de là, sur l'avenue Habib Bourguiba, un rassemblement rival, celui des pro-islamistes. Non au coup d'État, oui aux dirigeants élus. Une formule chantée par les quelques centaines de manifestants, beaucoup moins nombreux. Eux réaffirment leur soutien au parti Ennahda au pouvoir. À mon avis, les politiques doivent prendre leurs responsabilités. Ils doivent négocier et ne pas céder à la pression de la rue. Les manifestations perturbent la vie des gens. Ces manifestations ont en tout cas peu d'impact sur le gouvernement. Ennahda, le parti islamiste au pouvoir, refuse toujours de démissionner. Retour à l'actualité nationale, autre grand titre de cette édition, 500 millions de francs CFA, c'est le montant débloqué par le gouvernement du Mali à travers le ministère de la Défense et des anciens combattants pour la rénovation et la construction de nouvelles infrastructures au niveau de la 5e région militaire Tombouctou. Il s'agit entre autres d'un célibatorium, d'un foyer pour soldats, de la Légion de la gendarmerie et le groupement de la garde républicaine, compte rendu Adama Djimde. Voilà ce qui reste de la Légion de la gendarmerie du Tombouctou, refuge des terroristes. Ce bâtiment sera entièrement repris par l'État. Le groupement de la garde nationale et la compagnie est à l'intérieur de la 5e région militaire, la cuisine, le foyer, les transmissions, le PC des zones de défense et surtout les célibatoriums, hommes de rang et sous-officiers. L'avancement des travaux varie d'un chantier à un autre. Ce qui concerne la rénovation, tel que le groupement de la garde, c'est déjà à 80%. Le foyer, la cuisine se trouve à 20%. Ce retard est en grande partie lié
à l'enclavement de Tombouctou et surtout à l'état de la route en pleine saison de pluie. Ces infrastructures qui sortiront de terre dans 3 mois permettront de mettre les hommes dans les meilleures conditions de travail. Le commandement supérieur ayant passé et vu le dégât causé par les forces du mal, a décidé d'injecter plus de 500 millions. Le moral de la troupe passe par l'amélioration de sa condition de vie et sa condition de travail. C'est pourquoi on a donné la priorité à la cuisine et au foyer du soldat, les célibataires. L'ensemble de ces réalisations rentre dans ce qu'on appelle à l'armée le projet à impact direct et rapide. Nous sommes au nord et nous y restons. World Vision apporte son soutien aux écoles et enfants affectés par la crise dans le cercle de Bourem. Des kits scolaires d'une valeur de plus de 31 millions de francs CFA destinés à 24 écoles qui pourront désormais travailler dans de bonnes conditions. Compte rendu Drissa Koni. Cet appui aux 24 écoles de la commune de Bourem et de Téméra permettra aux 4 951 élèves et 115 enseignants d'achever l'année scolaire en beauté et d'alléger la charge des parents à la rentrée prochaine. 5 000 élèves qui vont bénéficier des kits, des sacs contenant du matériel, des kits enseignants et beaucoup d'autres matériels. Au nom des bénéficiaires, le gouverneur de Gao a félicité le donateur et instruit aux responsables d'école d'en faire bon usage. Qui aide un enfant d'une certaine manière à se former, à s'éduquer, effectivement aide la population à s'épanouir et à se développer. Donc je tiens effectivement au nom de l'ensemble de ces populations, bénéficiaires et non bénéficiaires, à féliciter et à encourager World Vision de l'action qui vient de mener. D'une valeur de plus de 31 millions de francs CFA, l'ONG Cabinet de recherche Action pour le développement endogène CRAD est le partenaire local de la mise en œuvre de ces projets d'ici le 30 septembre 2013. Cette cérémonie, c'était pour présenter ce beau matériel au gouverneur pour que le matériel puisse être officiellement réceptionné au niveau régional avant d'être transmis sur Bourem en faveur des enfants. World Vision, qui a quitté la région suite à la crise, donne ainsi un espoir de retour à travers cet appui. En tout cas, c'est le souhait de l'ensemble des couches socio-professionnelles de la 7e région. Retour ici à Bamako pour parler de la soirée dédiée exclusivement à la reconnaissance du mérite des personnalités qui se sont impliquées pour une sortie de crise au Mali, qui aura lieu le 31 août prochain au Centre international de conférence de Bamako. C'est une initiative de la structure Mera Mérite de la reconnaissance africaine. L'objectif de cette première édition est d'encourager et de valoriser les bonnes actions des femmes et des hommes qui se sont distingués pendant cette période. À cette occasion, plusieurs trophées seront attribués. La cérémonie de lancement s'est déroulé aujourd'hui, Garibou Pérou. L'heure de la reconnaissance sonne au Mali. Les missions du gouvernement de transition arriveront à terme dans quelques mois. C'est dans ce cadre que cette première édition du mérite de la reconnaissance africaine est initiée. Elle est dédiée au président de la République par intérim, professeur Diongouna Traoré, pour la réussite de la transition. À cette occasion, le trophée de la sagesse africaine lui sera décerné en plus de plusieurs autres personnalités. Certes, la liste de grandes figures qui se sont illustrées dans le domaine de la paix, de la démocratie et dans les actions de développement au Mali et en Afrique n'est pas définitive. Et la jeunesse peut donc profiter de cet espace pour s'inspirer de ces personnalités. S'inspirer afin de s'inscrire de ce que les Mera appellent les panthéons des sages africains. En répondant aux questions des journalistes, les responsables du Mera ont expliqué que les critères sont définis par les experts nationaux et internationaux pour être retenus. La soirée de cette première édition aura lieu le 31 août prochain au Centre international de conférence de Bamako. Le commissariat du 12e arrondissement de Bamako vient de mettre la main sur un bandit. Il a été arrêté à Boulka-Soubougou en possession de plusieurs armes. Les circonstances de son arrestation sont relatées ici par le commissaire divisionnaire Mohamed Kourechi. Il est au micro de Mamourou Sidibé. Dans la nuit du 2 au 3 août 2013, aux environs de 3 heures du matin, nous avons été informés par un veilleur de nuit à la station d'essence Soleil, à Boulga-Soubougou, ici c'est la route de Koulougro, que les cambrioleurs étaient en train de voler à leur niveau. Donc une équipe du 2e arrondissement a été envoyée sur les lieux. Et arrivé justement sur les lieux, ils ont essayé des tirs par des bandits qui étaient en train de cambrioler. Donc ils ont riposté. Il y a eu plusieurs échanges de tirs.
Pendant ce temps, je crois que les bandits ont compris qu'on était supérieur, parce que c'était vraiment un fait nourri. Donc ils ont abandonné les lieux, mais nous avons pu appréhender le nommé Zoumana Kamara. On a trouvé sur lui un pistolet de fabrication artisanale avec 4 cartouches. Et les 2 autres malfrats, parce qu'il s'agit de 3 bandits, les 2 autres qui se sont enfuis, ont abandonné sur les lieux un matériel assez impressionnant que vous voyez. 2 pistolets, dont un de fabrication artisanale avec 5 cartouches de chasse, et un pistolet de fabrication française, calibre 7,65 cours, avec un chargeur garni de 6 cartouches. Vous voyez, ils ont abandonné aussi une paire de cisailles, 2 cadenas cassés. Justement, avant d'arriver à la station, ils ont eu à cambrioler une alimentation conduite à la station. Zoumana a été un repris de justice parce qu'il a été déféré ici en 2011. Coup de vigilance. Le directeur national de l'hydraulique, président de la commission gestion des eaux de la retenue de Sélengué et du barrage de Markala communique. La campagne en cours est caractérisée par une pluviométrie relativement excédentaire sur le haut bassin du Sankarani. À la date du 12 août 2013, le niveau d'eau du barrage de Sélengué est de 334,67 mètres contre 342,30 mètres en 2012 et 341,50 mètres en 2011, soit une avance de remplissage de 2,37 mètres par rapport à 2012. Aussi, compte tenu de l'importance des apports d'eau du haut bassin du Sankarani en Guinée et conformément aux directives de la Commission gestion des eaux de la retenue de Sélengué et du barrage de Markala, la société Énergie du Mali SA procédera à compter du mercredi 14, donc aujourd'hui, à des lâchers progressifs d'eau du barrage. Cette situation pourrait provoquer en aval une montée franche des niveaux d'eau du Sankarani et du fleuve Niger. Par conséquent, les usagers et les populations riveraines du Sankarani et du fleuve Niger sont invités à prendre des dispositions idoines pour éviter tout désagrément. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition.